Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder la fin de la République et le début de l'ère impériale. En moins 19, alors que la guerre connaît un tournant décisif avec plusieurs victoires significatives de la République, notamment sur Salokami, plusieurs sénateurs vont s'inquiéter de voir de plus en plus d'amendements à la Constitution qui vont modifier les pouvoirs du chancelier en place, notamment, surtout d'ailleurs, pour lui accorder plus de pouvoir. Alors que, en théorie, la guerre s'approche de la fin, donc ça devrait pas être le cas. Puis d'un coup, il y a une motion qui va passer concernant la mise en place de gouverneurs régionaux qui pourront agir directement sous l'autorité du chancelier et ainsi court-circuiter complètement le Sénat. Du coup, de nombreux sénateurs vont s'allier à Bail Organa et à Mon Mothma qui représentent l'opposition. Il y a d'ailleurs une déclaration qui est signée, la déclaration des 2000, qui a été rédigée par Padmé Amidala et signée par environ 2000 sénateurs. Et après, elle a été remise directement à Palpatine par la sénatrice Amidala. Bien qu'elle ait pour but de permettre au Sénat de conserver un pouvoir démocratique et d'exercer une sorte de contrôle sur le chancelier, Palpatine va tout bonnement rejeter la demande. Donc du coup ça va sembler quand même vachement louche qu'on lui dise « Ah, on aimerait juste voir un petit peu ce que tu fais », et puis lui il dit « Non, je fais tout ce que je veux dans l'ombre ». Survient alors la bataille de Coruscant où le chancelier Palpatine est capturé par le général Grievous. Immédiatement, Anakin et Obi-Wan sont rappelés et ils vont intervenir directement dans la bataille dès leur arrivée. C'est la fameuse bataille de Coruscant qu'on voit au début de l'épisode 3. Les deux Jedi arriveront finalement à atteindre le chancelier mais devront affronter le comte Dooku. Si Obi-Wan est mis hors de combat rapidement, Anakin se trouve être un adversaire de taille pour le comte qui ne se retrouve plus face à un padawan impulsif comme celui qu'il affronta 3 ans plus tôt, mais plutôt face à un Jedi accompli et forgé par la guerre. Finalement, Anakin parvint à neutraliser son adversaire en lui coupant les deux mains. Alors, il est d'abord tenté de le capturer, histoire de le remettre au Jedi pour qu'il soit jugé, notamment pour tout ce qu'il a fait, toute la guerre qu'il a engendrée. Sauf qu'il va obéir au chancelier suprême qui va tout simplement lui ordonner d'abattre le comte Dooku, marquant du même coup la trahison de Dark Sidious envers Dark Tyrannus, qui a un peu de mal à comprendre ce qui lui arrive. Alors je vais pas vous détailler tout ce qui se passe dans l'épisode 3, puisque bien évidemment vous pouvez retrouver ces informations dans l'épisode 3. Par contre je vais m'attarder sur un petit détail. Après la libération de Palpatine, Anakin est nommé au Conseil Jedi pour qu'il puisse rapporter les faits et gestes de Palpatine au Conseil, alors que paradoxalement, c'est Palpatine lui-même qui a demandé qu'Anakin devienne un membre du Conseil. Toutefois, malgré sa nomination, Anakin n'obtint pas le rang de maître, ce qu'il considère d'abord comme un affront personnel, mais aussi un affront envers les Jedi. Selon lui, s'il n'a pas le niveau pour devenir un maître, le Conseil doit refuser sa nomination. Dans le cas présent, le Conseil accepte, et donc valide qu'il a techniquement le niveau pour être un maître Jedi, mais sans pour autant le reconnaître. Encore une fois, Anakin est traité différemment des autres Jedi, et c'est encore pire quand il apprend de la bouche d'Obi-Wan, son mentor, son frère, qui lui aussi est au Conseil Jedi, qu'il ne doit sa position qu'à cause de sa proximité avec Palpatine. Donc, encore une fois, on ne le reconnaît pas pour ses capacités, pour ses talents, mais plutôt pour ses liens avec différentes personnes, et en gros il se sent complètement dénigré. Toutefois, du côté de Palpatine, c'est plutôt pas mal cette situation, parce que ça va lui permettre de manipuler Anakin en insinuant que le Conseil ne le voit pas à sa juste valeur, et que c'est d'ailleurs lui qui devrait pourchasser Grievous sur Utapau. Parce qu'en gros, c'est bon, il a appris que Grievous était sur Utapau. Puis alors intervient l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage, faisant miroiter à Anakin un moyen de sauver Padmé qu'il voit mourir dans ses cauchemars, Padmé qui est d'ailleurs enceinte, on l'a appris au début de l'épisode 3. D'ailleurs on pourra noter que si Obi-Wan a toute confiance en Anakin, il n'en va pas de même pour les autres Jedi comme Windu et Yoda, qui ont de sérieux doutes sur la fiabilité du jeune Jedi. Doutes qui s'avéreront exacts, puisque bien évidemment Anakin trahira les Jedi pour s'allier à Dark Sidious. D'ailleurs plus tard, l'Ordre 66 est lancé, de nombreux Jedi sont alors tués par les clones qu'il commandait à peine quelques secondes auparavant. Tandis qu'au temple de Coruscant, les clones menés par Dark Vador et Vador lui-même vont exterminer tous les Jedi, quel que soit leur âge. Sous couvert d'un complot Jedi et soi-disant avec la volonté de remettre l'ordre dans la galaxie, Palpatine va donc déclarer la création d'un nouvel empire galactique construit sur les cendres de la République. S'ensuivra le duel Anakin contre Obi-Wan qui verra la défaite et la mutilation d'Anakin qui héritera de sa célèbre armure noire qui personnifiera Dark Vador pour les 2 décennies à venir.
L'Ordre 66, bien que faisant partie intégrante de la stratégie de Palpatine, fut surtout une opération coup de poing visant à surprendre les Jedi éparpillés un petit peu partout dans la galaxie avec les clones qu'ils considéraient comme leurs alliés. Pourtant, l'ordre de traquer les Jedi et de les tuer est toujours actif et c'est Dark Vador en personne qui va se charger de cette mission. Environ un mois après l'apparition de Dark Vador, la Jedi Shaddai Podkin organise un rassemblement de Jedi sur Kessel, ayant pour but de discuter d'une manière de s'opposer à l'Empire. Sauf qu'en fait, Shaddai n'a pas prévenu ses compagnons Jedi qu'elle avait laissé entendre un petit peu partout qu'Obi-Wan serait présent à ce conclave, et bien sûr ça ne manque pas d'attirer Dark Vador. Et elle espère surtout que les Jedi soient capables de vaincre le Seigneur Sith grâce à leur surnombre. C'est un petit peu côté obscur, hein, ce côté piège, je dis pas à mes potes ce que j'ai préparé, enfin les Jedi c'est plus trop ce que c'est. Mais malheureusement, tout ce stratagème est inutile, parce que bien qu'il soit diminué et pas forcément encore à l'aise avec son armure, Vador s'avère être un formidable adversaire qui va tuer pas mal de Jedi. Au final, il ne doit sa survie qu'à l'intervention des clones, hein, mais sur les 8 Jedi présents, il va en tuer 6, hein, dont un autre sera tué par un autre Jedi, et le dernier par les clones. L'Empire va décider d'utiliser cette victoire difficile et de l'amplifier, faisant de Vador non plus un vainqueur d'un combat difficile contre 8 Jedi, mais plutôt le conquérant facile de plus de 50 Jedi. L'objectif étant bien évidemment de grandir en fait Dark Vador auprès de la population, mais également de terrifier les Jedi, qu'ils ne soient plus aussi prompts à se réunir et à s'organiser pour une attaque massive contre l'Empire, hein, les laissant seuls un petit peu partout, éparpillés dans la galaxie, en étant des menaces beaucoup moins dangereuses individuellement que regroupés. Pourtant, cela n'a pas empêché plusieurs Jedi, dont Holly Starstone, de trouver refuge sur Kashyyyk en venant chercher entre autres Yoda. Bon, alors ils ont appris que Yoda avait survécu, hein, mais ils ont été cachés d'abord par les Wookiees, mais à ce moment-là, il y a le grand Moff Tarkin qui est arrivé, parce que lui, il se dit, tiens, les Wookiees, c'est grand, c'est fort, je vais utiliser ça en tant que main-d'œuvre pour mon super projet d'étoile noire, ou d'étoile de la mort, il sait pas encore trop comment il va l'appeler, soit en version française, soit en version originale. Et à son tour, Dark Vador va se pointer à la recherche des Jedi en fuite. Alors bien évidemment, les clones vont attaquer les Wookiees pour essayer de les capturer, et les Jedi se disent « Oh là là, on est quand même des gentils », donc ils vont aider les Wookiees, ils vont se joindre aux Wookiees pour contrer l'Empire, et c'est là que Vador va intervenir, il va tuer 2 Jedi, il va en blesser 3 autres. Holly va alors affronter Vador en duel, mais le combat va être interrompu par l'arrivée du maître Jedi Rohan Shrine, qui affronte à son tour Vador, permettant aux autres Jedi de s'enfuir. Mais Rohan est finalement tué et l'Empire va prendre possession de la planète et capturer environ 200 000 Wookiees. D'ailleurs, les Jedi vont très vite comprendre qu'ils ne pourront plus agir en tant que Jedi et vont décider de laisser tomber ce côté-là de leur vie et s'engager en tant que mercenaires ou en tant que hommes d'équipage auprès de divers marchands contrebandiers de passage. Peu de temps après, en moins 18, Vador va découvrir un autre Jedi caché sur Kashyyyk. Il s'agit de Kento Marek, qui sera donc tué par Dark Vador devant son fils Galen. Vador va sentir le potentiel du garçon dans la force et il va décider d'en faire son apprenti, sans bien évidemment en avertir l'empereur. Même si la purge est globalement acceptée dans la totalité de l'Empire, hein, les gens étant parfaitement convaincus que l'Empire est une bonne chose vis-à-vis de l'ancienne République corrompue, plusieurs mondes sont convaincus qu'il ne s'agit que d'un complot de l'Empire et offrent un refuge aux Jedi en fuite, comme sur la planète Naboo, où la reine Apailana envisage une action militaire contre l'Empire. Malheureusement, Palpatine est sans pitié et il va envoyer, même si c'est sa propre planète, hein, et il va envoyer la 501e Légion, celle-là même qui a attaqué le Temple Jedi sous les ordres de Vador. La révolte est bien évidemment matée, les Jedi sont tués, et la reine est même abattue par un sniper. Après cette attaque victorieuse, la 501e Légion gagne le nom de Point de Vador. Par la suite, la 501e sera envoyée sur de nombreuses opérations visant à réprimer des soulèvements, comme sur Kamino, où les Kaminoans est en train de recréer une armée de clones pour s'opposer à l'Empire, ou encore sur Mustafar, où un ancien séparatiste survivant avait trouvé un moyen de réactiver les anciennes armées droïdes de la Confédération. À chaque fois, le 501e s'en sort vainqueur. Bien qu'étant très efficace dans sa traque des Jedi, Vador ne peut pas être partout, hein. Il est souvent envoyé sur d'autres opérations, hein, étant une figure de proue du nouvel Empire, et c'est pour cette raison que fut fondé l'Inquisitorius en moins 19 sur ordre direct de Palpatine. Et d'ailleurs, l'Inquisitorius va s'installer directement dans les ruines du Temple Jedi. C'est pas tant une ruine que ça, mais il va s'installer dans le Temple Jedi. Ce qui est un beau pied de nez quand même aux Jedi. Les inquisiteurs étaient des individus capables d'utiliser la force pour la plupart à un certain niveau. Ils étaient triés sur le volet avant d'être présentés au grand inquisiteur,
puis à l'empereur lui-même, bien qu'il soit généralement sous les ordres directs de Vador. Après ça dépend des versions, des fois c'est directement sous Palpatine, des fois c'est directement sous Vador, des fois même le Grand Inquisiteur est plus ou moins autonome, bref. Certains comme le Grand Inquisiteur Atinis Tremaine étaient d'anciens Jedi qui s'étaient alliés à l'Empire et au côté obscur. Ainsi, le rôle des Inquisiteurs était simple, trouver et vaincre les Jedi, ce qui signifiait soit de les corrompre et d'en faire des Inquisiteurs à leur tour, soit, si c'était pas possible de les corrompre, s'ils résistaient vraiment beaucoup, tout simplement de les tuer. Mais les Inquisiteurs pouvaient également intervenir lors d'interrogatoires spéciaux auprès de prisonniers qui résistaient particulièrement bien aux techniques d'interrogatoire classiques. Même si ces situations étaient relativement rares, globalement ils venaient et utilisaient la force pour tirer les informations dont ils avaient besoin. Cependant, les Jedi ne se laissaient pas vraiment faire, et en moins 18, Malorum, le grand inquisiteur en place, est tué sur Naboo par Ferrus Olin. C'est sa seconde, Hydra, qui va lui succéder et déplacer l'Inquisitorius dans la tour du Sénat. De son côté, Ferrus fut plus tard capturé par Vador et se vit offrir la place de Grand Inquisiteur directement par Palpatine. Olin va accepter, alors il n'est pas Grand Inquisiteur immédiatement, il va déjà rejoindre l'ordre des Inquisiteurs et essayer de gravir les échelons. Sauf que Olin, bien évidemment, lui, sa mission c'est globalement d'infiltrer l'Inquisition, enfin l'Inquisitorius, pour plus tard le démanteler de l'intérieur et notamment affronter Vador. Lors d'une mission sur Alderaan, avec Hydra, il va découvrir que la princesse Leia Organa est sensible à la force et il va se mettre en tête de la protéger. Il va également parvenir à mettre la main sur un holocron Sith et il va espérer, parce qu'il va pas vraiment y arriver, en tirer des pouvoirs qui vont lui permettre d'affronter Vador. Mais son plan va tourner court puisqu'il va affronter Vador en pensant pouvoir notamment le déstabiliser en lui révélant qu'il sait qu'il est Anakin Skywalker, mais cela ne va absolument rien changer et il va être grièvement blessé. Toutefois, il va s'en sortir et après le duel, il va décider de rester sur Alderaan sous le nom de Fess Illy, ce qui est un nom très con, et il va décider de protéger la princesse Leia. Mais les Inquisiteurs ne se contentaient pas de chasser les Jedi, ils pouvaient à l'occasion retrouver de vieilles reliques Sith ou Jedi et les rapporter à l'Empereur. C'est de cette manière qu'ils trouvèrent le talisman Kashimmer, et en le reprochant un petit peu par hasard d'un corps décomposé, celui-ci va reprendre vie. Il s'agissait d'Arden Lyn, une utilisatrice de la Force qui était entrée en transe près de 25 000 ans plus tôt suite à la défaite de Xandor. Elle était notamment connue pour être une pratiquante du Terraskasi, une sorte d'art martial antique assez costaud. Elle va immédiatement attaquer les éclaireurs, puisqu'en gros elle ignore combien de temps s'est écoulé, donc du coup elle croit qu'elle est toujours en pleine guerre, elle va les tuer. Puis les inquisiteurs Antinis Tremaine, Amissa Daris et le grand inquisiteur Ladinar Torbin, qui ont vraiment des noms de merde, interviennent, et bien qu'elle tue Amissa et qu'elle va blesser grièvement Tremaine, le grand inquisiteur lui souhaite plutôt qu'elle soit conduite à l'empereur. Il se dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Et l'empereur, lui, il est plutôt content de choper cette maître du Terraskasi. Ça l'intéresse vraiment, ses compétences martiales qui se sont un petit peu perdues. Et il va lui proposer de bosser pour lui pendant qu'il va chercher un moyen de ressusciter Xandor. Ainsi, Arden devient l'une des mains de l'empereur, bien qu'à ce moment-là, elle pensait être la seule, alors qu'en fait, il en a plein d'agents qu'il appelle ses mains. Elle va travailler à de nombreuses reprises avec Vador, et elle va notamment entraîner un groupe d'adeptes de la force secrète sur Bis pour le compte de l'empereur. Durant près de 20 ans, l'Empire fit régner la terreur dans la galaxie, opprimant les populations non humaines, parfois les réduisant en esclavage. Mais les graines de l'opposition avaient déjà été plantées, et ce, déjà avant même la création de l'Empire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je voudrais revenir juste sur un petit point que j'ai pas fini par rapport à l'épisode précédent, c'est la fin de Quinlan Vos. Il n'est pas mort durant l'ordre 66, il a survécu, son Juggernaut a explosé et il a été expulsé. Il a pu s'en sortir, il a été récupéré par Vilmar Rark, et grâce à lui il a réussi à s'en sortir, il a rejoint Kashyyyk. Il était sur Kashyyyk, il s'est barré pour aller chercher Tolm, mais il n'a pas trouvé, donc il est revenu sur Kashyyyk. Donc au bout d'un certain temps, il a réussi à retrouver Tolm et Kalin. Kalin qui avait d'ailleurs accouché et qui a donné naissance à son fils, Corto Vos. Après tout ça, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qui est arrivé de ces différents personnages. Tout ce qu'on sait, c'est que Quinlan a survécu encore quelques années, puisqu'il a croisé à un moment donné la route de Han Solo.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Utip que vous trouverez en description. Je vous invite pas spécialement à donner de l'argent. Regardez les vidéos si le système est dispo. Je sais que des fois il a encore quelques petits ratés. Donc si le système de publicité est dispo, n'hésitez pas à regarder une vidéo. Je pense que ça me permettra d'améliorer un petit peu l'équipement. Là, j'ai 2 nouveaux éclairages qui sont en test actuellement. Donc j'espère que l'éclairage était bien au niveau de cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire. Si ça ne vous a pas plu, le pouce rouge, dites-moi pourquoi ça ne vous a pas plu dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. Enfin, la suite de l'histoire arrivera bien plus tard, mais là on va faire quelques épisodes où on va faire une sorte de débrief sur l'arc qui vient d'avoir lieu, qui était l'arc le plus gros que j'ai fait jusque là, parce que c'est celui qui a le plus d'épisodes. Donc il y a l'épisode média, un petit débrief, enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui vont popper dans les semaines à venir. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!